Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo de l'année sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne année 2026 et surtout une année remplie de lecture et de culture. Pour cette première vidéo, je souhaitais vous présenter 26 livres à lire en 2026. Je l'avais déjà fait en 2023 sur ma chaîne mais la vidéo date un petit peu. J'ai préparé pour vous une belle sélection. J'avais envie de réunir une sélection qui me semble idéale pour cette année 2026. En 2025, j'ai lu beaucoup plus d'autrices que toutes les années précédentes. C'est pour ça que ça se reflète aussi beaucoup dans ma sélection et je trouve que c'est pas plus mal. Et d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo beaucoup plus longue sur aujourd'hui pourquoi il y a eu cette transition dans ma vie, et j'aimerais bien faire ce parallèle entre l'article Vogue, pourquoi est-ce que c'est embarrassant d'avoir un petit ami, et créer ce pont avec le monde littéraire, pourquoi ça peut devenir embarrassant de lire que des hommes. Donc voilà, dites-moi si ça peut vous plaire. Le premier livre que je vous conseille, c'est tout simplement ma première lecture de cette année. Il s'agit de Georges de Perrebrune avec le roman Victoire la Rouge. Donc c'est une autrice du 19e siècle, étant passionnée par la littérature du 19e qui est très masculine, en tout cas l'histoire littéraire a retenu beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais les femmes écrivaient déjà beaucoup à cette époque, notamment une certaine Georges de Perrebrune. C'est une autrice qui s'intéresse beaucoup à la condition sociale des hommes et des femmes, mais surtout des femmes, qui traite ces sujets de façon très naturaliste, comme pouvait le faire Zola. Sans franchement la comparer, ça peut être une Zola au féminin, donc si vous aimez lire Zola, eh bien je vous invite à découvrir Georges de Perrebrune, en tout cas avec Victoire la Rouge. Mais cette année j'aimerais aussi beaucoup lire Les Ensevelis et Bas Bleu, qui sont aussi des romans qui ont été réédités. Un livre à lire absolument selon moi, c'est À propos des femmes de Susan Sontag. C'est un recueil de textes féministes, plus brillants les uns que les autres, et elle s'intéresse vraiment à la condition des femmes sous toutes ses formes. Des textes sur le vieillissement, sur la beauté, sur le féminisme et le fascisme. Et moi mon préféré ça a été Le tiers-monde des femmes. Ce texte là il est vraiment impressionnant. Je me sentais complètement revigorée et complètement transformée par ce texte, ce qui est assez rare. Ce sont des réflexions qu'on a en tant que femme mais sur lesquelles on va pas forcément apposer de mots, et Susan Sontag les appose parfaitement avec tellement de cohérence et d'esprit. Ensuite un autre texte féministe que j'ai adoré, qui a été traduit seulement l'année dernière en France, Comment torpiller l'écriture des femmes de Joanna Russ. C'est vraiment un manuel très concret et très précis sur comment on a empêché les femmes de devenir artistes, créatrices, et par quels moyens on a essayé en tout cas de les empêcher. Et en plusieurs parties, on a dans un premier temps l'idée que les femmes ne portent pas en elles une puissance créatrice, donc ne peuvent pas être artistes. Premièrement, ça c'est un fait qu'on essaye d'établir. Il y a aussi des obstacles qui sont mis dans leur parcours pour qu'elles ne puissent pas créer, donc on ne leur offre évidemment pas les conditions matérielles pour créer. Mais c'est pas pour autant que les femmes ne créent pas, parce qu'on a vu depuis tout temps les écrivaines existent, les peintres existent. Ensuite il y a aussi ces mécanismes là qui font que les femmes ne se revendiquent pas créatrices, puisque pour exister il faut qu'elles prennent des noms d'hommes. Donc à partir de ce moment là il va y avoir cette mauvaise foi qui va s'immiscer autour de ces textes, parce qu'à partir du moment où ils sont considérés comme écrits par des hommes, ils peuvent être des chefs-d'œuvre. Mais dès qu'on découvre qu'ils ont été écrits par des femmes, ah bah non, ça ne vaut plus rien. Donc on déconsidère ce qui a été créé par les femmes. Et ensuite, si jamais on admet effectivement que ça a été écrit par des femmes, on va sous-estimer la valeur de l'art. On va se dire bah non, c'est pas vraiment elle qui l'a écrit, bah elle a été aidée. C'est tellement précis, c'est tellement dense. Et encore Joanna Russ se plaignait un petit peu dans ce texte de dire ce texte aurait pu faire vraiment beaucoup plus de pages, mais malheureusement j'ai pas le temps de plus étayer mon propos. Voilà, je vous livre ce texte tel qu'il est. Voilà, c'est vraiment incroyable, incontournable à lire absolument. Ensuite ça a été aussi un de mes immenses coups de cœur, L'Invincible été de Liliana de Cristina Rivera Garça. C'est à propos de sa petite sœur qui a été assassinée, donc victime d'un féminicide. De lire ces histoires, ça nous montre quel impact le féminicide peut avoir dans la vie des familles des victimes. Et puis surtout ce texte il aide beaucoup à comprendre comment le féminicide advient, de quoi est fait le quotidien des femmes qui en sont victimes un jour. Parce que ce ne vient pas d'un coup, ce n'est pas soudain, c'est vraiment un manifeste féministe. Pour moi il y a des passages qui pourraient littéralement devenir des chants féministes pour les manifestations, enfin c'est exceptionnel. Ensuite La chair est triste hélas de Ovidie, qui a été adapté l'année dernière au théâtre avec Anna Moulalis. C'était vraiment un moment fort de sororité, de féminisme,
de communion aussi, parce que les femmes elles soufflaient, elles riaient, on pleurait aussi un petit peu sans franchement le montrer. Ce texte il remet vraiment les pendules à l'heure, autant pour notre corps que pour ce qu'on fait de notre corps, que nos relations avec les hommes, parce que là il s'agit vraiment de relations avec les hommes. C'est une lecture à absolument découvrir, ça fait très peu de pages, mais à nouveau c'est tellement dense et ça aborde tellement de points très méticuleusement, mais à la fois avec beaucoup de force, donc voilà. Je vous conseille absolument. Un livre dont je ne vous ai pas parlé dans mes meilleures lectures de 2025 parce que en fait il frôlait la place du 11e, du 12e et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour le vous montrer dans cette vidéo. Il s'agit d'une enquête sur l'écrivaine Christine Pawlowska de Pierre Boisson. Christine Pawlowska, c'est une écrivaine qui a publié un seul et unique roman en 1974 qui s'intitule L'Écarlate, et les éditions du Sous-Sol l'ont également republié en même temps que cette enquête. Pour moi c'était une enquête extrêmement habité. C'était aussi extrêmement bien effectué parce qu'on arrive à entendre la voix de Christine à travers les paroles de ses enfants, de ses amis, de sa famille. Son portrait se dessine au fur et à mesure de ses pages et en fait ça ne donne qu'une seule envie, c'est tout simplement de découvrir son unique roman, mais aussi très patiemment, très délicatement, parce qu'on sait que c'est le seul texte qui nous reste d'elle, en tout cas publié. Et voilà, donc c'est vraiment une superbe mise en abîme pour découvrir son roman. Ensuite, que serait une année sans Annie Ernaux? Je vous conseille de lire L'autre fille, c'est un texte qui est peut-être un peu moins connu dans sa bibliographie. Il s'agit d'une lettre qu'elle a écrite et qui s'adresse à sa sœur, mais une sœur qu'elle n'a jamais connue puisqu'elle est morte avant que Annie Ernaux naisse, et c'est d'ailleurs parce que cette fille est morte que les parents ont décidé d'avoir un autre enfant et donc d'avoir Annie Ernaux. Ce que j'ai adoré avec ce texte, c'est que j'en ai appris littéralement plus en peut-être 70 pages sur Annie Ernaux que en ayant lu à l'époque 5 ou 6 de ses romans. Enfin, c'est pas que j'en ai appris plus, mais c'est qu'elle rentre tellement plus dans les détails et c'est qu'elle est tellement intime en parlant d'une autre qu'elle, parce que dans ses romans en général elle parle de sa vie. Là c'est sa vie, mais c'est pas vraiment sa vie puisqu'elle décrit une personne qu'elle n'a pas connue. C'est vraiment bouleversant comme texte, donc je vous conseille absolument. Un livre qui a été mais excellent du début à la fin, de Alex Tamessilia. Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine. Je pense qu'avec le titre tout est dit. Chaque page révolte autant qu'elle fait rire, parce que c'est... On nous projette la vérité en pleine face. C'est marrant parce que voilà, la forme en fait elle est pas du tout habituelle. Je vais vous lire aussi un extrait pour que vous puissiez comprendre, qui fait un grand panorama du féminisme contemporain et de ce dont on a besoin, des informations dont on a besoin pour à la fois pour s'instruire, pour militer, pour s'insurger, enfin pour se mobiliser pour faire changer les choses. Dans une autre vidéo que je viens de filmer, j'ai parlé de nullipares et là il y a une page sur les nullipares. Voilà, mais regardez ça, c'est excellent par contre. L'instinct maternel n'existe pas. Avoir un enfant à la maison, tu connais? J'ai vécu 5 ans avec un mec. Ok. Et en fait c'est hilarant, en même temps c'est tellement vrai quoi. Je vais vous lire le passage sur nullipare épanoui. Ta vie si vide, ta féminité inaccomplie, compense l'aigreur par d'infinies soirées sans dernier métro et de longues nuits d'un trait de somme. Et des crêpes d'amande, tartinées à toute heure, cela dans le plus grand calme d'éternelles matinées ensoleillées. Silence saupoudré à volonté. Tu dois supporter tes conversations avec tes amis sans coupure de parole, tes lectures ininterrompues les dimanches de pluie, des échappées hors pont du mois de mai, toujours dans le wagon haut du TGV. Tu dois dépenser l'équivalent d'une tonne de couches en loisirs variés. Tu as le temps d'apprendre et d'écrire. Tu as le temps pour t'inspirer, discuter, militer, penser, te divertir. Pour le sexe et l'amour parfois. Sans ennui, pleine de joie, vilaine, égoïste, terrible, terriblement épanouissante. Une pensée pour l'impossibilité d'infliger à un être humain la violence de l'école et l'absurdité du travail. Il y a aussi énormément de poésie, enfin, pour moi c'est carrément un poème ça aussi. Donc voilà, je vous conseille absolument. Faut vraiment que j'aille plus vite là. La vidéo va durer 500 ans. Ensuite, Delphine de Vigan, Jour de faim. Alors je l'ai lu il y a vraiment quelques années, mais j'avais vraiment envie de le remettre sur le devant de la scène parce qu'elle parle de l'anorexie comme aucune femme n'en a parlé je trouve en littérature. C'est aussi une maladie qui touche de plus en plus de filles autour de moi encore une fois. C'est cette histoire de comment un jour tout change et comment ce jour devient la précipitation de tous ceux qui suivent. L'écriture elle est clinique, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de misérabilisme à nouveau, c'est vraiment les faits et tels qu'ils arrivent. Et en même temps ça nous fait aussi beaucoup comprendre les situations des filles qui sont dans ce cas là,
peut-être pour les aider, peut-être pour leur en parler. Ensuite, Rêve de femme de Virginia Woolf, je vous en avais parlé dans une vidéo avec Folio et j'ai l'impression qu'elle traduit un paysage un peu total de ce que peut être la féminité, de ce que c'est de vivre en tant que femme. Ensuite, je vous conseille absolument Chérie de Colette, c'est un de mes coups de cœur de la bibliographie de Colette. La BNF l'année dernière lui a consacré une immense exposition. Et je trouve que son œuvre elle est pas assez lue, j'ai l'impression, donc en tout cas c'est un petit signe que je voulais dans cette vidéo pour la lire davantage. Ensuite, une de mes grandes lectures aussi des années passées, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, Monique s'évade d'Édouard Louis. C'est un récit qui aborde la vie de sa mère. J'ai aussi beaucoup aimé Combat et Métamorphose d'une femme, mais dans Monique s'évade c'est un registre un petit peu différent. Il prend un petit peu plus le temps aussi que dans Combat et Métamorphose. J'ai beaucoup aimé voir l'émancipation de cette femme, en fait voir à quel point elle ne pouvait pas considérer son émancipation, comment Édouard Louis le retranscrit et comment ensuite on voit cette émancipation advenir et qu'est-ce qui se passe après quand on essaie de gagner cette liberté et quand on la gagne, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté. Et Édouard Louis nous le montre aussi et c'était vraiment trop beau à lire. Ensuite, une autrice dont on n'entend absolument jamais parler, c'est Louise de Villemorin, La lettre dans le taxi. C'est un texte que j'ai vraiment adoré. J'ai été ébahie, subjuguée à chaque page et à chaque fois je me disais comment c'est possible d'écrire ça, comment c'est possible d'avoir trouvé ça, comment c'est possible. En fait vraiment c'est un grand point d'interrogation puisque c'est vraiment sublime. Et une note à moi-même pour lire encore plus cette année Louise de Villemorin. Ensuite, je passe très vite sur ce livre parce que j'en ai parlé 1500 fois sur Instagram et TikTok. La trilogie de Copenhague de Tove Ditlevsen, coup de cœur absolu. C'est vraiment ma lecture préférée de l'année dernière. Et en troisième position, La voix de la simplicité de Milena Jessenska, qui a été l'amante de Kafka, mais aussi une grande écrivaine, une grande intellectuelle. Donc ce texte à lire absolument. J'ai fait une vidéo aussi sur Instagram, donc si vous voulez un peu plus de détails. Ensuite, Le trou de Hiroko Oyamada, qui est une écrivaine contemporaine japonaise. J'aime énormément les romans japonais. À chaque fois, je les lis d'une traite. Celui-ci, pareil, je l'ai lu en une journée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il traite... en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la Annie Ernaux japonaise. Il traite de la condition féminine dans les temps modernes. Il pose une grande question, enfin en tout cas pour moi ce texte m'a posé une grande question, c'est pourquoi on n'arrive pas à s'échapper des schémas qu'on a toujours connus, en tout cas que nos grands-mères ont connus, que nos mères ont connus. On pense que ces schémas se sont évanouis, mais pas du tout. Et ce texte nous le montre, c'est une femme moderne qui pourtant reste à peu près dépendante de son mari, qui construit toute sa vie autour de son couple et à quel point c'est finalement des bases d'une vie qui sont très fragiles. Et comment elle finit dans ce trou là justement. Unica Zurn, une de mes écrivaines préférées. Je vous conseille absolument de lire Sombre printemps qui est son chef d'œuvre. C'est une grande écrivaine surréaliste, elle a été aussi une poétesse, une dessinatrice, une peintresse, bref, et elle a tout effectué avec autant de talent. Ce texte il est resté longtemps dans ma mémoire, c'est une note pour moi-même mais il faut que je lise absolument plus Unica Zurn. Ensuite Déborah Lévy, Le coup de la vie. J'ai eu dans mon calendrier de l'avant littéraire le premier tome et le troisième tome parce que celui-ci c'est le deuxième et c'est celui que j'ai lu en premier, donc j'ai tout fait à l'envers. Je vous invite à lire Déborah Lévy, c'est une écrivaine anglaise contemporaine. Elle s'écrit et elle s'écrit merveilleusement bien, elle écrit sa condition de femme et en fait toujours pour rejoindre le roman Le Trou, pourquoi cette condition n'arrive pas à évoluer. Et elle, en tout cas, c'est pas qu'elle questionne le pourquoi du comment mais c'est qu'elle le montre et c'est un sorte de manuel de regardez ce que j'ai fait, essayez de peut-être pas le reproduire. Et ça j'adore. Les Inséparables de Simone de Beauvoir. C'est un des textes les moins connus de Simone de Beauvoir et pourtant il est vraiment merveilleux, très intime. Elle parle de sa meilleure amie Zaza, pourquoi elle a disparu si tôt dans sa vie et pourquoi tant de femmes ont disparu à cause du patriarcat, des injonctions. Le roman montre aussi à quel point les femmes qui tentent de désobéir, ou en tout cas qui tentent de ne pas vivre dans des modèles prédéfinis, peuvent être exclues de leur famille, de certaines cellules sociales et exclues de l'existence en soi parce que quand on se rebelle, ça peut très mal finir. Se rebeller peut être vital jusqu'à ce que cette rébellion nous tue, mais je pense que Zaza préférait être belle et mourir ainsi plutôt que de vivre dans une vie qu'elle n'avait pas voulu. Et en plus là dans ce texte, ce que j'adore c'est qu'il y a des passages qui montrent les véritables lettres qu'elles se sont échangées. Et franchement ça c'était trop émouvant. Ensuite Sigrid Undset et Vigdis Lafarouche qui a reçu le prix Nobel de littérature et j'ai adoré ce roman. C'est très dense historiquement.
mais c'est le portrait d'une femme, encore une fois, qui se rebelle, qui ne suit pas les chemins tout tracés. Et j'aime beaucoup parce que, surtout à la fin du roman, il faut tellement lire entre les lignes et il y a tellement de choses qui sont pas dites mais qu'on ressent à la lecture et on ressent cette puissance et aussi toutes ces concessions qui ont été faites durant sa vie et qui se révèlent et les personnages, en tout cas en prennent conscience ou non, mais en tout cas le lecteur et en tant que femme on en prend conscience et c'est vraiment magnifique. Encore une écrivaine contemporaine, russe cette fois-ci, Ludmila Oliskaya avec Soniachka. C'est un roman que j'ai vraiment adoré. Il montre la place que l'art peut avoir dans nos existences et c'est vraiment superbe. Et je la mets ici parce que j'ai reçu aussi dans mon calendrier de l'Avent L'échelle de Jacob qui est son grand chef-d'œuvre. Et pareil, j'aimerais beaucoup le lire cette année. Irène Nemirovsky, je l'adore, je veux lire toute son œuvre. C'est une écrivaine qui a été déportée et qui est morte dans les camps de concentration. Elle a écrit vraiment des immenses chefs-d'œuvre. Elle a reçu le prix Renaudot à titre posthume pour la suite française. Mais là, je vous conseille un folio à 3 €, Film parlé. J'ai beaucoup aimé ce texte. Il aborde ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire les relations conflictuelles entre des mères et des filles. Ensuite, une lecture un petit peu plus douce, calme, voluptueuse. Il s'agit de Soi de Alessandro Baricco. C'est vraiment un récit exceptionnel si vous voulez le lire en très peu de temps, un après-midi, en une soirée. Si vous voulez ce moment intense de lecture mais inoubliable, je vous le conseille. Je vous parle de Enfance de Nathalie Sarraute. Moi, Nathalie Sarraute, c'est une écrivaine que j'aime énormément. Ça a été l'une des fondatrices du nouveau roman. J'adore le nouveau roman, j'adore ces récits qui ont pas forcément de conditions historiques, matérielles dans lesquelles se passent les actions. Je voulais vous présenter Enfance parce que je pense que si vous n'aimez pas Nathalie Sarraute, vous devriez lui laisser une chance avec Enfance. Il y a vraiment des phrases inoubliables sur les souvenirs d'enfance, sur les sensations de l'enfance. Où se trouvent les souvenirs, où se trouve la vie, c'est vraiment super beau. Ensuite, pareil, Les Forces. Je sais pas pourquoi je vous l'ai pas présenté avec mon top 3 de l'année, mais bref, je vous le montre ici. De Laura Vasquez. Pour moi, c'est à lire absolument. Si vous voulez plus d'informations, je vous en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et on va finir avec une lecture que je viens de recevoir, que j'ai pas terminée, mais je voulais absolument vous en parler. C'est la lecture parfaite pour 2026. Il s'agit de La sagesse des nonnes par Anna Garriga et Carmen Urbita. Comment les sœurs du XVIe et du XVIIe siècle nous aident à survivre à notre époque. Regardez-moi cette couverture iconique. En fait, c'est deux femmes qui ont un podcast à Madrid et elles sont extrêmement connues dans le monde hispanophone. Et ici, elles viennent avec un livre qui nous enseigne la sagesse des nonnes, qui fait résonner leur mode de vie et leur quotidien à notre époque. Soucis professionnels, embrouilles sentimentales, régime ascétique ou crise existentielle, tout ce que vous pouvez traverser, une nonne l'a déjà vécu. Et apparemment c'est brillant, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement érudit. Et en fait c'est un texte qui est très pop. C'est un texte à nouveau qui se prend pas au sérieux mais qui est très sérieux quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles vont être vos lectures de 2026. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé certaines de ces lectures, si vous m'en conseillez d'autres selon mes goûts aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.